parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonjour à tous, avant je n'aimais pas la politique et nous avons le plaisir d'accueillir Aurore Berger. Merci d'avoir accepté notre invitation, qui est députée La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines. Et on va commencer, comme d'habitude, par une photo de vous. Quel âge vous avez sur cette photo? Alors, c'est à chaque fois la rentrée scolaire. C'était un peu un rituel où ma mère me prenait en photo avec mon papa. Donc, c'est l'école primaire où j'allais, qui était pas loin de la maison. Oui, donc là, on est 7-8 ans. 7-8 ans. Qu'est-ce que la petite Aurore a dans la tête à cet âge? Pas de devenir députée? Non, mais elle est heureuse d'aller à l'école. Oui, ça, c'est une première chose. J'ai toujours aimé l'école. On m'a transmis aussi cet amour-là, cet amour de l'école, de l'éducation, du livre. Qui étaient comédiens? Qui sont comédiens, oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai baigné dès le plus jeune âge autour de livres. Et ça, c'est une chance inouïe que j'ai eue. Et je pense que voilà, tous les enfants devraient avoir la chance de pouvoir baigner dans leur enfance avec autant de livres. Vous avez le souvenir d'un livre d'enfance? Ah, j'en ai plusieurs. Enfin, il y a les livres des tout petits que mes parents ont encore gardés d'ailleurs. La littérature jeunesse, qui est une très belle littérature et qui est remarquable en France. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tous les classiques qu'on a pu apprendre. J'ai eu la chance avec mes parents aussi d'aller au théâtre très tôt. Donc les classiques sortaient en fait du livre puisque je les voyais réellement jouer devant moi. Et dès le plus jeune âge, dès 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'ai pu aller au théâtre. Et ça, je sais que c'est une chance incroyable que j'ai eue. Et la petite fille qui a l'air très heureuse d'aller à l'école, elle avait déjà des projets. Qu'est-ce que vous vouliez être? Je pense que comme toutes les petites filles, il y a eu des phases comédiennes comme les parents, assez traditionnelles. J'ai fait de la danse pas longtemps, donc à ce moment-là, je voulais être danseuse, mais bon, ça a duré à peu près 1 an. Oui. Voilà, donc ça a été une envie qui m'est passée assez vite, contrairement à ma mère qui, elle, avait été petit rat à l'Opéra de Paris. Et puis, c'est vrai que j'ai fait du théâtre. Je pense que voilà, il y a eu transmission parentale, donc c'est vrai qu'à un moment, j'y ai pensé. J'ai beaucoup aimé écrire, donc je pense que si je n'avais pas eu cet engagement politique, j'aurais probablement été scénariste parce que c'est un métier, raconter des histoires et arriver... On ne raconte pas d'histoire en politique. Non, hein. non, enfin en tout cas c'est pas l'objectif. Certains peuvent le faire, mais je crois qu'ils sont vite rattrapés par la vérité. Ça c'est l'enfance, mais l'adolescence c'est déjà la politique puisque vous vous engagez à 15-16 ans. 16 ans, oui. 16 ans. Dès que j'ai l'occasion de le faire en fait. Mais enfin c'est pas n'importe où. Adhésion à l'UMP à 16 ans. Exactement. Mais c'est un contexte qui était particulier à cette époque, qui nous paraît anodin aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'est le 21 avril 2002. Donc c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Ça vous révolte? À la fois, ça m'indigne. Je suis d'autant plus indignée que je vois que mes camarades de classe, eux, ne le sont pas tant que ça. Alors que chez nous, à la maison, c'est vraiment quelque chose qui nous abasourdit. Vous êtes scolarisée à Versailles, c'est ça? Oui, je vis à Versailles, donc je fais ma scolarité à Versailles, dans le public puis dans le privé. Et c'est vrai que finalement... même à l'époque, certains se disent après tout c'est pas si grave, il gagnera pas. Alors que moi, j'ai été élevée dans cette telle valeur que je pouvais pas imaginer que ça puisse être possible, et puis pas dans cette proportion-là. Et c'est à ce moment-là que l'UMP se crée avec la promesse qui est celle d'Alain Juppé, de dire qu'il faut réunir l'ensemble des forces de la droite, du centre-droit, des forces libérales, pour faire en sorte que ce second tour ne puisse pas se reproduire à nouveau. Malheureusement, on l'a vu se reproduire lors de la dernière présidentielle. Et finalement, on s'est presque habitué à voir l'extrême droite aussi haut dans notre pays. Donc c'est, voilà, à 16 ans, vous vous dites, je m'engage, et peut-être la racine de cet engagement, c'est le barrage au Front National. En vous Clairement, disant, c'est voilà, ça. c'est quelque chose qui vous révolte. Et ensuite, vous continuez, il y a des personnalités qui vont guider un peu votre engagement? Oui. Il y a notamment Étienne Pinte, qui est à l'époque le député maire de Versailles et qui est très iconoclaste parce qu'on a une image de Versailles qui est une ville un peu figée, presque réactionnaire, ce qui n'est pas le cas, notamment d'un certain nombre de ses habitants, et ce qui n'était pas du tout le cas de son député maire, qui s'est engagé en faveur du logement social, pour qu'à Versailles aussi,
ça progresse. Et sous son mandat en tant que maire, ça a énormément progressé jusqu'à atteindre 20% de logements sociaux à Versailles, alors que ce n'était pas évident. Il s'est engagé contre la peine de mort. Il s'est engagé pour le droit d'avortement pour les femmes, alors que ce n'était pas forcément les thèmes qui étaient les plus populaires au sein de la droite française et au sein de l'électorat à Versailles. Donc c'est vrai que des gens comme ça qui ont des engagements très forts. Un progressiste de droite. Oui, et puis des gens qui ne sont pas dans une logique électoraliste, ne sont pas dans la logique de dire est-ce que le vote que je fais aura un impact négatif pour moi. Une figure féminine. Alors moi j'ai eu la chance de travailler quand j'étais en stage en fait auprès de Roselyne Bachelot au Parlement européen. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire, à la fois de culture, notamment sur l'opéra, voilà, qu'on connaît bien, mais à l'époque c'est vrai qu'elle ne le disait pas forcément et qu'on n'avait pas cette image-là d'elle. Et puis quelqu'un d'une générosité formidable, et là encore avec des engagements très forts. On s'en souvient, son discours notamment au moment du Pax. Voilà, des hommes et des femmes qui en fait ont assumé un engagement, qui était un engagement en l'occurrence à droite, mais qui n'ont jamais hésité à franchir des ponts s'il y avait besoin par rapport aux convictions profondes qui étaient les leurs. On est dans une période particulière avec le mouvement des Gilets jaunes et vous parliez d'Alain Juppé tout à l'heure. Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux, rejoint le Conseil constitutionnel et dit ça me blesse ce que j'entends sur les élus aujourd'hui. Ça vous blesse également, les propos que vous pouvez entendre? Vous subissez, vous, des choses sur les réseaux sociaux? On a un climat, je reprendrai les mots d'Alain Juppé, qui est un climat délétère. On s'est habitué à une forme de violence dans notre société. On s'est habitué à ce que des élus de la République, juste parce qu'ils sont élus, soient l'objet de menaces, de tentatives d'intimidation, d'intrusion parfois dans leur domicile personnel. On s'habitue à ce que nos forces de l'ordre, chaque samedi, fassent l'objet de violences. Et ça, je pense qu'il faut tous qu'on soit extrêmement responsables et qu'on dise que cette violence-là n'est pas acceptable. Vous avez été touché? Oui, je l'ai subi. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol. Sur les réseaux sociaux, c'est devenu... Vous avez porté plainte? J'ai porté plainte systématiquement, mais on a une vraie difficulté vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les plateformes ne coopèrent pas comme il se doit, et c'est devenu une législatrice, poubelle. Il y a quelque chose à faire dans le domaine de la loi, d'aller plus loin dans ce domaine-là? Oui, et on y travaille avec le Premier ministre notamment pour faire en sorte que les plateformes soient beaucoup plus responsables qu'elles ne sont. Elles ne peuvent pas uniquement dire nous ne sommes que des tuyaux et après tout les gens disent bien ce qu'ils veulent. Non, il y a un cadre légal dans notre pays qui fait que l'homophobie, l'antisémitisme, le racisme, heureusement en France, ne sont pas des opinions. Donc on peut éventuellement condamner les tuyaux. Et il faut absolument qu'on les condamne parce que de fait, ils se nourrissent de ce flot d'informations, de ce flot de contenu. Puis surtout, ils enferment les Français qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Au lieu d'être une ouverture formidable sur le monde, c'est devenu de plus en plus un enfermement dans ce que vous avez déjà validé, aimé, partagé. Alors que l'idée, c'est au contraire de permettre d'être confronté à des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Depuis que Emmanuel Macron est à l'Élysée, une des promesses de campagne, c'est de ne pas faire de politique comme avant. Est-ce que vous avez la sensation que c'est réussi, ça? C'est une promesse qui est très ambitieuse parce qu'on a des institutions qu'il faut changer. On essaye de le faire, on veut le faire sur le non-cumul des mandats dans le temps, sur l'intégration de la proportionnelle. On l'a fait sur un certain nombre de pratiques qui étaient finalement devenues habituelles dans la vie politique française. Le fait d'employer des gens de sa famille à l'Assemblée nationale, le fait de ne pas avoir à rendre compte, y compris des engagements financiers qu'on pouvait avoir ou de son agenda. Donc on change un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'inertie parfois à laquelle on s'entrechoque, inertie de la technostructure, inertie des institutions, et on aimerait aller plus vite et plus loin sur ces sujets. Alors, Aurore Bergé, on va terminer par un petit questionnaire en cinq questions pour mieux vous connaître. Vous avez expliqué le rôle de la culture dans votre vie. Si vous me conseillez un film. Alors, un film récent que j'ai vu qui est Green Book, que j'ai beaucoup aimé, qui est à la fois très tendre, très drôle, mais qui aussi met en lumière le racisme qui a continué à exister et qui continue à exister dans le sud des États-Unis. Et je pense que ça, c'est un film qui est intéressant à aller voir, notamment dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Un livre de chevet? Votre livre favori, peut-être? Mon livre de chevet, c'est La vie devant soi. Le morceau de musique préféré? Alors, en ce moment, j'écoute en boucle l'album d'Angèle, qui en plus a été révélé par les victoires de la musique, et je crois qu'on est très nombreux à le faire en ce moment. Votre lieu préféré?
Alors, il y a une ville que j'adore. J'ai eu la chance d'aller, qui est Florence. Et quand on aime les arts, on ne peut qu'aimer Florence. Donc, après Paris, Florence. Et votre petit bonheur? Mais le petit bonheur, ça va être en lien avec les livres. C'est d'aller dans une librairie, tout simplement. C'est intéressant parfois de commander ses livres sur Internet. C'est mieux de le faire sur des entreprises qui payent leurs impôts en France. Et c'est encore mieux d'aller dans nos librairies de quartier, qui sont des lieux culturels formidables et qui malheureusement ont parfois du mal à se battre à armes égales avec ces très grandes enseignes en ligne. Donc j'invite tout le monde à aller dans une librairie. Et puis il y a toutes les expériences aujourd'hui de lecture en immersion immersive qui renouvellent un peu le... Alors je disais, pour terminer, en fait c'est pas vrai, il y a une question pour terminer, toujours une question d'un jeune ou d'une jeune qu'on va découvrir ensemble. Un jeune qui va vous poser une question. Bonjour Madame Berger, je suis Baptiste, étudiant en informatique. Il y a eu une tentative d'incendie au domicile de Richard Ferrand. Auparavant, l'entrée du ministère de Benjamin Griveaux a été forcée. Le président de la République, Emmanuel Macron, se fait insulter ou appeler Manu. Vous-même avez été victime de réflexions sur vos tenues vestimentaires et avez même subi des menaces de mort. Pensez-vous que la fonction politique soit encore respectée de nos jours? C'est une bonne question. On en revient au propos d'Alain Juppé sur le climat délétère. Je pense qu'on a besoin d'avoir dans notre pays des élites, c'est-à-dire des gens qui s'engagent, que ce soit des enseignants, que ce soit des médecins, que ce soit des hommes et des femmes qui ont envie de s'engager en politique, quelles que soient leurs convictions. Et on ne peut pas le faire si on a un tel climat, parce que je comprends qu'un certain nombre de personnes renoncent à avoir un engagement public, s'ils se disent que l'engagement public est forcément lié à un niveau de menace. Et ça n'est pas normal, il ne faut pas nous habituer à avoir ce climat-là. Merci Aurore Berger. Et donc c'était avant j'aimais pas la politique, mais ça c'était avant. Toujours du Café Français, place de la Bastille à Paris. À très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques.